parole, tierce, ces mots ne vous rappellent rien? La belote, bien sûr. Pour quelques-uns, la belote serait issue d'un ancien jeu alsacien et serait une déformation de Belle à tout. Le mystère reste. Mais cela n'a pas empêché le Mille Club de Dambar-Neuenhofen d'organiser la nouvelle édition de son tournoi annuel de belote. Depuis plus de 20 ans, cette rencontre est l'occasion de se retrouver entre habitués et passionnés de ce jeu. Cette année, une soixantaine de participants, dont seulement 2 ou 3 femmes, étaient au rendez-vous. La journée s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et s'est terminée par la remise des lots aux gagnants. Voilà, donc je finis cette tournée de Pardon Judas par l'Alsace et par Niederbrandt. Il va y avoir encore quelques dates en Guadeloupe, en Martinique, et puis ce sera terminé. C'est une tournée qui a duré presque 2 ans. C'est un peu l'aventure d'un spectacle, avec un début, une fin, et là nous en sommes à la fin, et un nouveau spectacle pour début du mois de février. Bon, c'est toujours un peu purement répétitif, évidemment, une ligue d'improvisation, puisque c'est quand même le même texte, même si j'y apporte des modifications en fonction des régions. Je pense que c'est un spectacle qui s'est installé, et puis sur le fond, je crois que ça aura été d'une grande originalité. Bon, c'est un thème riche, le thème du religieux, difficile. Peu d'humoristes s'y sont aventurés, je l'ai fait, j'assume. Mais non, il n'y a pas d'adaptation particulière. On parle bien du retour de Judas 2000 ans plus tard, et puis chacun se raconte un peu. L'idée, c'est un spectacle sur la laïcité, au fond. Je pense que les frontières religieuses ont assez vécu, et qu'il faut, comme pour l'Europe et ses frontières géographiques, il faudra à un moment donné trouver quelque chose une utopie nouvelle, quoi. Mais on peut dire aussi des choses en se disant, tiens, j'ai une idée, je vais essayer de l'exprimer sur une scène. C'est ce que j'ai fait. Non, ça s'est bien passé, c'est un spectacle qui s'est bien passé. Une carrière, globalement, qui se passe pas trop mal. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2002. Bon, moi, ça me paraît être une démarche tout à fait citoyenne, dans un pays démocratique, où la tribune est libre, soi-disant. J'ai envie de voir si elle est vraiment libre, et puis voir comment ça se passe. Pour mon inspiration, pour mon écriture, pour mon travail, j'ai besoin de déterminer ses frontières, ses limites. Qu'est-ce que la démocratie? Et je suis déjà assez étonné et intéressé. Je pense que ce sont des utopistes, des humoristes qui un jour inventé cette société, dit liberté, égalité, fraternité. C'est une blague, mais bon, il faut y croire. Le principe du cinéma reste le même depuis l'invention des frères Lumière, avec donc un système qui tire donc 24 images par seconde, avec un obturateur qui permet de cacher le moment où l'image descend. Le spectateur ne se rend pas compte qu'en fait c'est une succession de photographies, et l'obturateur tourne donc à la même vitesse au moment où le projecteur tire l'image suivante, au moment où il y a le passage à l'image suivante. Mais c'est vrai qu'à part ça, le principe est resté le même. Les lampes sont plus puissantes, le matériel est plus moderne, la lecture du son est maintenant en numérique, ce qui permet d'avoir une qualité de son exceptionnelle. La qualité d'image est bonne aussi, meilleure que dans le temps, mais dans le principe, ça fait un siècle que le cinéma est toujours... le principe n'a pas changé. Le film arrive donc en petites bobines, qui sont assemblées sur un grand support, qui fait 1,20 m de hauteur, donc la grande bobine. Mon rôle, c'est de les monter dans l'ordre, de bien faire attention au moment de décollage entre une bobine et l'autre, de ne pas inverser les sens, parce qu'il y a une bande son est sur un côté de la bobine et l'image sur l'autre côté. Donc bien vérifier, bien ne pas couper les images au milieu, parce que souvent les gens qui redémontent les films, lors du démontage, coupent vite et coupent les images au milieu, ce qui fait que si moi, lors du remontage, je ne vérifie pas bien l'assemblage en fin et début de bobino, il risque d'y avoir un décalage sur l'image lors de la projection.
Ce qui est arrivé la première fois que j'ai monté un film, j'ai pas vraiment fait attention et en plein milieu du film, je me suis retrouvé avec la moitié de l'image précédente en haut et la moitié de l'image suivante en bas. Ouais, parce que lui ne gère en fait le projecteur ne gère pas le calage de l'image, c'est du manuel. Donc une fois qu'elle est calée, logiquement elle est calée durant tout le film. Alors le film que je viens de monter fait environ 1h30, donc environ 6 bobines, 6 bobinaux de taille moyenne, voilà. Et on peut arriver jusqu'à 8 ou 9 bobines. Le plus long que j'ai monté, c'était Gladiator, qui faisait 9 bobines pour presque 3 heures de film. La bande-son est en fait toute petite. La bande-son fait 2 mm sur la largeur des 35 de la pellicule. Là, on le voit, je dirais, c'est pas vraiment une bande-son, c'est une bande amorce. Et la partie son, c'est la petite partie noire que l'on voit sur le côté ici. Voilà. Et les images, en fait, les images sont au milieu et l'écran, ce sont les deux côtés, ce qui permet donc au projecteur, avec sa roue crantée, de tirer en permanence les images pour faire avancer le film. Et la bande-son est lue par la tête numérique qui se trouve ici. Ça n'est pas sorcier, il suffit de bien suivre ce qu'on vous dit, de bien coller vos images, de bien faire attention à monter la pellicule dans le bon sens, de la faire passer où il faut, de bien tendre, de bien régler, et à partir du moment où le film est bien monté, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le fameux bruit traditionnel, c'est justement ce système de dents, de perforation et de dents, parce qu'en fait le film défile, quand on le regarde il défile d'une façon régulière, mais en fait il défile de façon saccadée. C'est-à-dire que ces écrans tirent 24 fois par seconde, tirent image par image. Ce qui fait que quand on le regarde, le défilement est linéaire, mais en fait il n'est pas linéaire. Et le fameux bruit qu'on entend vient du fait que cette mécanique soit obligée de tirer par à-coup sec, 24 fois par seconde, chaque fois une photo, une photo, une photo, une photo, une photo, une photo. Pour l'instant, il n'existe pas sur le marché de support vidéo suffisamment puissant pour retranscrire une image de qualité cinéma. C'est pourquoi nous sommes toujours au 35 mm. Mais il y a plusieurs projets par plusieurs grandes maisons, que ce soit Sony, Panasonic, plusieurs grandes maisons au monde, qui sont en train de travailler d'arrache-pied sur des vidéoprojecteurs de taille et de puissance supérieure qui arriveront à être, je dirais, au niveau luminosité équivalent, voire supérieur à un projecteur de cinéma classique, ce qui éviterait les manipulations, les montages, les transcriptions des films sur des supports 35 mm et de les mettre directement en numérique, de se les faire envoyer par satellite ou sur cassette. Donc de toute façon, c'est clair que c'est un métier qui est voué à disparaître. Le métier de projectionniste, comme dans le film Cinéma Paradiso, on en est encore là, mais plus pour très longtemps. Maintenant, le côté projectionniste, le côté intéressant, ça me permet de voir quand même une grande majorité des films qui sortent actuellement dans les salles. Ça me permet d'apprécier, éventuellement de descendre en salle et de regarder le film, ce qui n'est pas désagréable non plus. Et puis, je sais pas, de toute façon, j'aime la nuit, donc c'est vrai que le métier de projectionniste se passe dans le noir, on est tout le temps dans le noir, mes murs sont noirs, quand les séances sont en route, il n'y a pas de lumière ou très peu. C'est un métier marginal, mais c'est un métier intéressant. J'ai longtemps travaillé la nuit et c'est vrai que quelque part, moi personnellement, je m'y retrouve et je m'y sens bien. Bonjour, je vais vous faire la recette du vin chaud tel qu'on le faisait traditionnellement le soir de la Saint-Sylvestre. Il y a le père ou le grand-père qui préparait ça parce que les femmes elles allaient au culte de fin d'année et le pasteur il lisait l'état civil, les naissances, les baptêmes, les confirmations, les décès, les mariages. J'avais oublié. Et après ça, il y avait les chants liturgiques traditionnels. Et puis quand on rentrait, c'était quand même une bonne trotte depuis l'autre moitié du village jusqu'à la maison. Et alors, un bon coup de vin chaud, ça réchauffait. Et dans le temps, on n'achetait même pas le vin. On prenait le vin des vigneux, c'est-à-dire un vin rouge assez sirupeux. Enfin, ça dépendait des familles. Il y a les familles qui préféraient le vin rouge plutôt liquide, la quantité. Il y a d'autres qui mettaient une pleine lessiveuse de sucre d'Irstein pour que le vin ait vraiment un bon goût. Et c'était ça qu'on prenait comme vin chaud. Seulement, actuellement, comme il y a
Normalement, le vin rouge n'est plus récolté. Et alors, on prend du Bordeaux à la place. Alors, les ingrédients pour faire cette recette, c'est une bouteille de Bordeaux, la cannelle en barre, les clous de girofle, le sucre semoule et le citron. Alors, j'ouvre déjà. Alors, on verse le vin. Et puis le sucre, c'est 180 grammes, c'est-à-dire ça fait 6 cuillères. Alors, 3 clous de girofle. On en tombe toujours plus. Voilà. Et puis 3 bâtons de cannelle, parce que j'aime bien épicé. Et du zeste de citron. Il y a d'autres qui prennent des oranges, mais ça n'a plus le même goût après. Alors, il faut faire chauffer jusqu'à ce que ça commence à mousser, en remuant pour que le sucre il se partage bien. Bon, d'abord on remue bien pour que le sucre il se mette partout et qu'il commence quand même à... Bon, ils font plus rapidement, c'est normal que le sucre candit de l'époque. Et alors on le chauffe jusqu'à ce qu'il y a une petite, que ça commence à frémir et que ça fait une petite, même pas mousse blanche, disons une pellicule, juste une fine pellicule blanche. Alors c'est prêt. On ne le cuit pas, c'est juste le frémissement. Voilà, alors au moment de servir, on peut ajouter des rondelles de citron, cette fois-ci complètes. Bon, c'est selon actuellement. On préfère mettre d'autres agrumes. En général, on le sert dans des verres. Alors j'espère qu'ils ne vont pas claquer parce que jusqu'à présent, ils ont tenu le coup. Et comme ils viennent d'une vieille dame. Voilà, c'est prêt à être dégusté. La compagnie Crescendo, donc Marianne Thiel et Eric Lutz, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et donc c'est une compagnie à géométrie variable, tantôt solo, tantôt trio, tantôt duo. Pour l'occasion, on a réuni une équipe de 5 personnes, dont un musicien, un compositeur. Nous répétons depuis 3 semaines. Donc sur le thème des Mangeurs de Lune, c'est donc les tziganes, les musiques essentiellement sur le thème des musiques aussi, les musiques tziganes. Nous avons travaillé aussi avec Simon Pomara qui est un compositeur, musicien-compositeur qui est en direct avec nous sur scène et qui a composé la plupart des morceaux de musique qui existent dans la pièce. Et donc on passe des musiques des pays de l'Est, Balkans, à l'Espagne, la Turquie. Bon, on n'a pas pu tout faire, mais le travail quand même, l'inspiration de la pièce des Mangeurs de Lune est quand même partie sur cette palette des choix musicaux. Quand même du spectacle, c'est aussi les lumières qui donnent tout l'univers. Je veux dire, il y a l'univers sonore, il y a aussi l'univers au niveau des lumières. Et là, c'est vrai que c'est les 4 derniers jours avant le spectacle où tout se dévoile quelque part, où tout se décide. Souvent, on a des images, on a des idées, ça se concrétise petit à petit. Mais là, effectivement, quand le son et la lumière et les costumes, tout arrive ensemble, comme ça, c'est là qu'on rentre vraiment dans l'univers du spectacle. Dans l'histoire, oui.
travaillé par exemple sur la mémoire, donc la mémoire par rapport à quelle pourrait être notre mémoire ou nos idées par rapport au monde tzigane, alors qu'on n'est pas gitan, on n'est pas tzigane. Donc on a travaillé dans ce sens-là avec les danseurs, mais quand on sent qu'une direction, on a envie de travailler dans une autre direction, à ce moment-là, c'est Marianne qui décide. C'est une pièce qui a d'abord inspiré Eric tout particulièrement parce qu'il a des membres de sa famille qui sont gitans, enfin qui étaient gitans plutôt. Enfin, mes arrière-grands-parents étaient manouches, et donc c'est vrai que j'ai vraiment envie de travailler, de faire cette pièce, quand je vous parlais de la mémoire tout à l'heure, et un peu un hommage aussi, mais je le sentais en moi que c'était une pièce qu'il fallait faire, que j'avais vraiment envie de faire. Évidemment, on s'est documenté sur oui, les puis livres, Simon nous a apporté énormément de matière au niveau de la culture gitane, voilà. Parce que lui aussi côtoie très récemment, il a travaillé encore avec Marcel Lefleur, avec des gitans. Il joue souvent avec des Très grands souvent, musiciens tziganes, les manouches, des grandes pointures, et donc Simon, c'est vrai qu'il nous apporte énormément de choses à ce niveau-là, au niveau de la culture tzigane, au niveau de l'historique, et au niveau du vécu, parce que vraiment il côtoie énormément de musiciens tziganes, donc c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a envie aussi de travailler avec lui, parce que vraiment il apporte énormément dans cette pièce, quoi. C'est-à-dire, on est parti effectivement de certaines musiques que l'on avait préalablement choisies sans Simon ou avec Simon pour travailler. Donc à partir de tout ce qui est ambiance sonore, on était inspiré par on va dire l'histoire que la musique nous racontait. Et puis on a fait aussi toute une partie de travail en improvisation où on a plutôt travaillé sur des thèmes, sur des idées précises. Et après on épure suivant ce qui est proposé par le danseur chorégraphe. Donc on travaille en fait avec les interprètes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous chorégraphes. Donc ils ont déjà tous chorégraphié, dirigé des gens. Donc on a un échange qui est beaucoup plus simple et plus facile parce que c'est donc des gens qui ont donc l'habitude de faire des propositions personnelles. Donc c'était pas, on va dire, à partir d'une partition écrite qu'on a fait travailler les gens, mais plutôt avec on a beaucoup travaillé à l'intuition, ce qui émanait des tziganes, comment chacun percevait les tziganes. C'était surtout ça aussi le thème de la chorégraphie. Allez.